Les Philippines dépensent 8 milliards de dollars pour construire des ponts au-dessus de l'océan, d'immenses structures reliant des îles entières, dont certaines s'étendent sur plus de 32 km d'eau, exposées aux typhons, aux tremblements de terre et à certaines des mers les plus imprévisibles du Pacifique. Le but ? Unir physiquement une nation composée de 7640 et une île. Voici ce qui se passe lorsque les infrastructures deviennent une question de survie nationale. Le problème, quand la géographie devient votre ennemi. La plupart des pays s'inquiètent de construire de meilleures routes. Les Philippines doivent se demander si les gens peuvent même atteindre la route. Imaginez gérer une entreprise où vos fournisseurs sont sur une île, vos clients sur une autre, et où la seule façon de les relier est un ferry qui est annulé à chaque fois qu'une tempête arrive. Ce n'est pas un problème logistique, c'est un handicap structurel. Les Philippines comptent 7641 îles. Seules environ 2000 sont habitées. Le reste est dispersé sur 300 000 km² d'océan. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la taille de l'Italie, mais morcelée, séparée par de l'eau. Et l'eau ne fait pas que séparer les lieux, elle isole aussi les économies. Actuellement, déplacer des marchandises entre les îles signifie charger des conteneurs sur des ferries, attendre des fenêtres météo favorables et accepter qu'un trajet qui devrait prendre 2 heures en voiture puisse en prendre 2 jours par la mer. Pendant la saison des typhons, et les Philippines font face en moyenne à 20 typhons par an, des régions entières peuvent être coupées du reste du pays pendant des semaines. Cette fragmentation se manifeste partout. La région métropolitaine de Manille, la capitale, génère environ 31% du PIB du pays. Ce n'est pas parce que les autres régions manquent de ressources ou de talents, c'est parce que Manille est reliée aux ports, aux aéroports, aux autoroutes et à elle-même. Le reste du pays doit lutter contre la géographie rien que pour participer. Prenons l'agriculture. Les régions des Visayas et de Mindanao produisent d'énormes quantités de riz, de sucre et de produits de la mer, mais acheminer ces produits jusqu'aux consommateurs de Luçon, où vit la majorité de la population, implique des horaires de ferry, des retards de fret et des coûts qui s'accumulent à chaque transfert. Au moment où un poisson arrive à Manille, il a déjà emprunté 3 modes de transport différents et passé entre les mains de 2 intermédiaires. Le résultat, les prix augmentent, la qualité baisse, les agriculteurs gagnent moins tandis que les consommateurs paient plus cher. Cette inefficacité n'est pas un défaut, elle est inscrite dans la géographie. Et puis il y a la question du travail. Les travailleurs qualifiés des Visayas ne peuvent pas facilement se rendre à leur travail dans la région métropolitaine de Manille. Les usines de Luçon ne peuvent pas s'approvisionner efficacement en matériaux provenant de Mindanao. Les universités d'une région ne peuvent pas facilement collaborer avec les industries d'une autre. Pendant des décennies, la réponse était simple, il fallait l'accepter. Les îles signifient l'isolement. C'est comme ça, tout simplement. Mais au cours des 10 dernières années, quelque chose a changé. Le gouvernement a cessé de considérer la géographie comme une fatalité et a commencé à poser une autre question. Et si nous pouvions relier physiquement l'archipel, pas avec de meilleurs ferries, ni avec des vols plus rapides, mais avec des ponts? Le plan, 3 méga-projets pour redessiner la carte. Dans le cadre du programme Build Better More du président Ferdinand Marcos Jr., les Philippines misent près de 8 milliards de dollars sur 3 projets de ponts gigantesques conçus pour accomplir ce qu'aucune administration précédente n'a sérieusement tenté, transformer l'archipel philippin en une masse terrestre connectée. La pièce maîtresse est le pont interconnecté Bataan-Cavite, une traversée de 32,15 km au-dessus de la baie de Manille. S'il est achevé, ce serait l'un des plus longs ponts maritimes du monde. Actuellement, voyager de la province de Bataan à Cavite signifie contourner la baie de Manille en voiture, un trajet qui peut prendre de 4 à 6 heures selon la circulation. Le pont réduirait ce temps à 40 minutes, mais il ne s'agit pas seulement de temps de trajet, il s'agit de logistique. Bataan abrite la zone franche de Bataan, un pôle industriel et commercial. Cavite possède l'une des zones portuaires les plus actives du pays et une forte concentration d'industries manufacturières. Les relier directement crée un tout nouveau corridor économique qui contourne la congestion de la métropole de Manille. Pensez-y comme la construction d'une autoroute qui ne relie pas seulement 2 villes, mais crée une 3e zone économique entre les deux. Le pont coûtera 3,91 milliards de dollars, financé par une combinaison de prêts de la Banque asiatique de développement, 2,1 milliards de dollars, un cofinancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, 1,14 milliard de dollars, et un financement du gouvernement philippin, 664 millions de dollars. Le début des travaux est prévu avant la fin de 2025, avec une livraison estimée autour de 2029. Il y a ensuite le pont Panay-Guimaras-Negros, un réseau proposé de 32,47 km reliant 3 grandes îles des Visayas. Il ne s'agit pas d'un seul pont, mais de 2 sections fonctionnant comme un système unique. La section A relie Panay à Guimaras sur 13 km. La section B relie Guimaras à Negros sur 19,47 km. Ensemble, ils transforment 3 économies distinctes en une seule région intégrée. Panay cultive du riz et abrite d'importants ports. Guimaras produit des mangues et des fruits de mer. Negros est la capitale sucrière des Philippines.
Actuellement, commercer entre elles signifie dépendre des horaires de ferry et des retards dus à la météo. Un réseau de ponts leur permettrait de fonctionner comme une seule région intégrée, partageant main-d'œuvre, ressources et marchés en temps réel. Le coût total, environ 189 milliards de pesos philippins, soit à peu près 3,4 milliards de dollars. La construction de la section A est prévue pour commencer à la mi-2026, avec une finalisation prévue pour juin 2028. La section B suivra en 2030. Et il y a l'autoroute Cebu-Cordova Link Expressway, déjà achevée et opérationnelle depuis avril 2022. Il s'agit d'un pont à péage de 8,9 km reliant la ville de Cebu à l'île de Mactan. Cela peut sembler modeste comparé à des traversées océaniques de 32 km, mais cela a changé la façon dont toute une zone métropolitaine fonctionne. Ce qui était autrefois un trajet de 90 minutes dépendant du ferry est désormais un trajet en voiture de 15 minutes. L'impact a été immédiat. La valeur des propriétés à Cordova a grimpé en flèche. Les entreprises se sont développées. Les touristes pouvaient se déplacer entre la ville et l'aéroport sans anxiété logistique. Cela a prouvé le concept. Les ponts ne servent pas seulement à déplacer les gens plus rapidement, ils libèrent un potentiel économique que la géographie maintenait figé. Le pont Cebu-Cordova a coûté environ 630 millions de dollars et a été réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est désormais le plus long pont des Philippines et il sert de preuve de concept pour ce que des projets plus ambitieux pourraient accomplir. Ensemble, ces trois projets représentent près de 8 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures, soit environ 1,7% du PIB des Philippines. Répartis sur une décennie, cela reste gérable, mais seulement si ces projets tiennent les promesses de retombées économiques qu'ils annoncent. Construire des ponts sur des eaux calmes est coûteux. Les construire aux Philippines, c'est une toute autre histoire. Le pays se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie que les tremblements de terre y sont une menace constante. Il se trouve également sur la trajectoire d'une moyenne de 20 typhons par an, dont certains avec des vents soutenus dépassant 250 km/h. Et le fond marin, dans de nombreuses zones de traversée envisagées, atteint des profondeurs de plus de 100 mètres. Ce n'est pas un endroit où l'on peut simplement couler quelques piliers en béton et considérer le travail terminé. Prenez le pont Bataan-Cavite. La baie de Manille peut sembler calme sur une carte, mais le fond marin n'est pas uniforme. Certaines parties sont constituées de limon profond qui ne peut pas supporter des fondations traditionnelles. Les ingénieurs conçoivent des systèmes de pieux qui descendent à 80 mètres ou plus, ancrant essentiellement le pont dans la roche-mère sous les couches de sédiments. Et puis il y a le problème des typhons. Un pont ne doit pas seulement résister au vent, il doit aussi survivre à la marée de tempête, à l'action des vagues et aux débris que les ouragans projettent contre les structures côtières. Cela signifie qu'il faut concevoir en prévoyant les pires scénarios qui ne se sont pas encore produits, mais qui finiront inévitablement par arriver. Et les tremblements de terre ajoutent une autre dimension. Les Philippines connaissent des milliers d'événements sismiques chaque année. La plupart sont mineurs, mais les plus importants redessinent les côtes. Les ingénieurs doivent concevoir des ponts capables de fléchir sans se rompre, en utilisant des amortisseurs sismiques, des joints flexibles et des matériaux qui absorbent les chocs plutôt que de les résister. Le Japon possède certaines des meilleures technologies de ponts résistants aux séismes au monde, et les ingénieurs philippins étudient ces conceptions de près. Mais les ponts du Japon n'ont pas été construits sur 30 km d'océan à ciel ouvert dans un couloir à typhon. Les Philippines écrivent le manuel au fur et à mesure, et puis il y a l'entretien. L'eau salée corrode l'acier plus vite que presque tout le reste. L'humidité accélère la rouille. Les typhons mettent à l'épreuve chaque soudure et chaque joint à répétition. Un pont qui dure 100 ans en Europe pourrait ne durer que 50 ans aux Philippines, et seulement s'il est entretenu de façon intensive. C'est le coût caché. Construire le pont, c'est ce qui fait la une. L'entretenir pendant des décennies, c'est l'engagement financier à long terme qui ne reçoit pas la même attention. Qu'est-ce qui change si ça fonctionne ? Si les ponts sont construits et tiennent le coup, les Philippines n'obtiennent pas seulement des déplacements plus rapides, mais une économie fondamentalement différente. Commençons par la logistique. Actuellement, les coûts d'expédition entre les îles peuvent ajouter des marges importantes au prix des marchandises. Ce n'est pas parce que les compagnies maritimes exploitent les clients, c'est parce que les ferrys sont lents, dépendent de la météo et nécessitent plusieurs étapes de chargement et de déchargement. Les ponts éliminent la plupart de ces frictions. Un camion peut partir de Bataan, traverser directement jusqu'à Cavite et livrer des marchandises le jour même. Pas d'horaire de ferry, pas de retard dû à la météo, pas de transfert de cargaison. Cet avantage de rapidité se répercute sur toutes les industries qui déplacent des produits physiques. Le tourisme change aussi. Actuellement, visiter plusieurs îles signifie s'organiser en fonction des horaires de ferry et des fenêtres météo. C'est une aventure, mais c'est aussi un obstacle. Les ponts rendent le tourisme multi-îles aussi simple qu'un road trip. Cela ouvre de nouvelles sources de revenus pour des régions qui ont toujours été magnifiques, mais difficiles d'accès sur le plan logistique. Mais le changement le plus profond, c'est l'intégration régionale.
Actuellement, Metro Manila domine parce que c'est le seul endroit où tout est connecté. Mais si Cavite, Bataan et les provinces voisines fonctionnent comme une seule région connectée, les entreprises ont le choix. Ils n'ont pas besoin d'être à Manille pour accéder au marché, au port et à la main-d'œuvre. Cette redistribution de l'activité économique pourrait réduire la pression sur une capitale surpeuplée tout en développant des régions sous-financées depuis des décennies. La même logique s'applique aux Visayas. Si Panay, Guimaras et Negros sont reliés par des ponts, elles cessent de se faire concurrence et commencent à coopérer. La main-d'œuvre peut se déplacer d'une île à l'autre pour trouver du travail. Les usines peuvent s'approvisionner localement en matériaux sans cauchemar logistique. Les universités et les centres de recherche peuvent collaborer en temps réel. En théorie, les ponts créent un effet multiplicateur où l'investissement dans les infrastructures s'autofinance grâce à une croissance plus rapide, une productivité accrue et une participation économique plus large. En théorie, les risques quand l'infrastructure ne suffit pas. Les ponts résolvent la connectivité. Ils ne résolvent pas tout le reste. Le premier risque est financier. Près de 8 milliards de dollars représentent un pari énorme et une grande partie sera financée par des prêts internationaux et des partenariats publics-privés. Cela signifie le service de la dette, des paiements qui doivent être effectués que les ponts génèrent ou non les revenus attendus. Si le volume de trafic est inférieur aux prévisions, si les recettes des péages ne correspondent pas aux attentes ou si les coûts d'entretien dépassent les estimations, le modèle financier s'effondre. Et lorsque les projets d'infrastructure échouent financièrement, ce sont les gouvernements qui comblent le déficit. C'est alors l'argent des contribuables qui est détourné de l'éducation, de la santé ou d'autres priorités. Il y a ensuite le risque climatique. Les ponts sont conçus pour les typhons et les niveaux de la mer d'aujourd'hui, mais le changement climatique modifie ces deux éléments. Les tempêtes deviennent plus puissantes. Le niveau de la mer monte. Un pont conçu pour durer 75 ans pourrait être confronté, dès la 30e année, à des conditions qui dépassent ses spécifications initiales. Et il y a le problème du bénéfice inégal. L'infrastructure relie des lieux, mais elle ne garantit pas que tous en profitent de manière égale. Si les ponts ne servent qu'à faciliter la concentration des entreprises dans des zones déjà développées, les régions rurales pourraient finir encore plus marginalisées, et non l'inverse. L'histoire regorge d'exemples où de nouvelles routes et de nouveaux ponts ont drainé l'activité économique des petites villes vers les grandes cités. Les Philippines doivent activement empêcher cela grâce à des politiques, des incitations et des programmes de développement régional qui vont au-delà de la simple construction d'infrastructures physiques. Enfin, il y a la question des priorités. Près de 8 milliards de dollars, c'est une somme considérable. Certains critiques soutiennent qu'il vaudrait mieux investir cet argent dans les infrastructures de santé, l'éducation ou la résilience face au climat. Ce n'est pas une question purement économique, c'est une question de valeur, sur le type de développement qui compte le plus. Les Philippines ont toujours été définies par l'eau. C'est ce qui rend le pays magnifique. C'est aussi ce qui le maintient fragmenté. Pendant la majeure partie de l'histoire, cette fragmentation était considérée comme immuable. Les îles étaient des îles. La distance était une fatalité. Mais les infrastructures ont toujours été la façon dont l'humanité conteste la géographie. L'Empire romain a construit des routes pour maintenir la cohésion d'un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Les États-Unis ont relié leurs côtes par des chemins de fer qui ont transformé des territoires isolés en un marché unifié. La Chine a construit l'initiative La Ceinture et la route pour remodeler les routes commerciales mondiales. Les Philippines essaient de faire quelque chose de similaire, mais au lieu de relier des pays, elles cherchent à se relier elles-mêmes. Si cela fonctionne, les ponts ne serviront pas seulement à faire circuler les voitures plus rapidement. Ils transformeront les lieux de vie, les zones de développement économique et la façon dont le pays perçoit sa propre géographie. L'archipel cesse d'être une contrainte et devient un réseau. Mais si cela échoue, si les ponts ne résistent pas aux tempêtes, si la dette devient insoutenable, si les bénéfices économiques ne se concrétisent pas, alors près de 8 milliards de dollars deviendront un avertissement sur l'ambition en matière d'infrastructure qui se heurte à la réalité géographique. Quoi qu'il en soit, les Philippines construisent quelque chose d'inédit et le résultat ne dépendra pas uniquement de l'ingénierie, mais de la capacité du pays à transformer des connexions physiques en transformations économiques. Car au final, les ponts ne garantissent pas l'unité, ils la rendent simplement possible. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et profitez de notre prochaine vidéo affichée à l'écran.